temps. Moi, j'ai vu beaucoup d'écrevisses de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est toutes des SP. Donc, ça, il y en a un paquet. La plupart, c'est toutes des Chirax, là-bas. Mais pour l'Amérique du Nord, vous avez une variété de familles, mais il s'en trouve beaucoup aux États-Unis. On est voisins, puis on peut en avoir que 2, 3 sortes. Ouais, l'erreur. Bon. L'Australie, comme j'ai dit, en comptait environ 155. Sûrement qu'il y en a plus parce qu'il y a des places qu'ils n'ont pas connues. En Europe, j'ai pas de nombre comme tel. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a un bon paquet. Au Japon, il y a une sorte. À Cuba, il y a une sorte. Et à Madagascar, s'ils n'arrêtent pas de défaire les forêts, ben, il y en a 6 sortes jusqu'à maintenant. Ouais. OK. Que je vais me concentrer ce soir, c'est surtout sur les espèces d'aquarium. Si je commencerai à nommer toutes les sortes que je sais, que j'ai rêvé, que j'ai vues, puis que j'ai salivé, malheureusement, on ne peut pas en avoir. Vous avez le Procambarus alini, qui lui, dans les écrevisses américaines, le Procambarus alini, lui, il vient de Floride. Ça, c'est la variation du bleu. Parce que à l'origine, dans la nature, il est plus brunâtre. Mais par contre, c'est une variation qu'ils ont faite en aquarium, assez facile à reproduire. Fait que je vais parler des paramètres puis pour les écrevisses par après, mais par contre, si j'ai des spécifications strictes à l'espèce, je vous le dirai. Fait que ça vient de Floride. Il vit avec d'autres sortes que les spéculifères, que j'ai sûrement pas de photo, qui est un très beau écrevisse gris et gris foncé, là, on peut en tracer. Malheureusement, c'est pas disponible. Vous avez le Procambarus clarki. Bon, ça, tout le monde doit le connaître, doit en avoir vu. Il est assez spécial. Le Procambarus clarki, comme vous le voyez, il est plus un rouge et noir. Et quand ils ont des bébés, les bébés se composent principalement de rouge, qui sont bruns plutôt lorsqu'ils sont jeunes. Mais vous avez une partie qui sont bleus, une partie qui sont blancs et une partie qui sont oranges. On parle peut-être là, pour toutes les couleurs là, moi je dirais à peu près 15-20%. Mais par contre, dans la nature, blanc sur brun, ça se voit plus vite. Ben, comme toutes les autres couleurs, là, comme le orange, le bleu et le blanc, ça se voit plus vite sur un fond beige, brun. Ça fait que c'est sûr que dans la nature, on n'en trouve pas. Pour ce qui est de ceux qu'on achète, qu'on peut obtenir en animalerie, il faut vraiment que ces écrevisses-là, quand ils ont été choisis, mettons par couleur, qu'ils soient reproduits ensemble pour 3 générations avant d'avoir la couleur fixe. Parce que si, mettons que première génération que vous allez accoupler 2 blancs, ben, peut-être qu'il y a des rouges, des bleus puis des oranges qui vont sortir de là pareil. Mais en général, après, si vous gardez la couleur, comment dire, la pigmentation va demeurer. Si je peux parler ça c'est un ghost. Ça, le ghost, c'est assez spécial parce que la personne qui l'a développé, c'est une personne en Asie et il n'a pas réellement dit comment il s'est fait. Ça fait que
je parle avec Fred Ferréo, qui est lui aussi un fanatique des écrevisses. Puis, on se doute qu'il a peut-être fait un hybride avec le Clarky puis le Aleni pour arriver à cette couleur-là. Mais, par contre, on n'a pas de preuves, on n'a pas rien. Mais, c'est une couleur qui est quand même assez spéciale. Dans la nature, vous pouvez trouver des écrevisses, les Clarky, rouges avec les pinces bleues, mais jamais 3 couleurs. Si je parle de comportement, c'est assez agressif. Les plantes, il faut oublier ça. C'est pas des chasseurs, c'est des opportunistes. Fait que si vous avez des poissons qui dorment sur le fond, ben ça se peut que le lendemain matin que vous vous levez puis vous cherchez un poisson puis que l'écrevisse ait pris l'opportunité de pouvoir le chasser. Mais de le chasser, de pouvoir le capturer plutôt. Ensuite de ça. Les alinis sont un petit peu plus disons, sont plus dociles, sont moins agressifs. Mais ça reste quand même des écrevisses, là, puis que c'est quand même assez c'est pas dire agressif, là, mais disons que c'est territorial. Il y a le self-cloning que j'ai pas mis de photos. Tout le monde doit sûrement connaître ça, le Procambarus mormacrème qu'on appelait, mais maintenant ça a été vraiment fait scientifiquement. C'est un Procambarus phallax virginalis. Ça se reproduit tout seul. La particularité de cette écrevisse-là, c'est justement ça que ça se reproduit tout seul, mais aussi c'est sa couleur. Ça peut changer de couleur d'après les paramètres de l'eau. Fait que moins qu'il y a de minéraux, plus que le pH est bas, elle va devenir bleue. Bien souvent, quand on les voit, ils appellent ça des blue crayfish tout court. Mais finalement, pour te rendre compte que quand tu arrives chez vous, première mue, puis que tu as un pH puis des minéraux élevés, ben, qu'elle retombe verte, brunante. Ensuite de ça, il y a la panoplie des écrevisses naines qu'on a dans les pet shops, mais il y en a plus. C'est plus d'eux qu'on retrouve. Il existe à peu près 12 sortes différentes, mais qu'il y en a pratiquement juste 2 disponibles sur le marché, malheureusement. Il y a le Cambarellus patricurendis que vous voyez, qui vit dans le lac Patricur. Excusez ma prononciation, mais en tout cas, le lac qui vient du Mexique à ce nom-là. Sa couleur, normalement, est brune. Le orange, ben, c'est sûrement parce que vu que c'est brun, c'est 2 colorations. Fait que c'est sûrement une variation qui est née et qu'ils ont gardé. Avec ces crevisses-là, j'ai expérimenté une mutation de la couleur. Là, normalement, sur la photo, on ne le voit pas. Normalement, il y a comme 2 lignes oranges sur la queue, là, qui sont comme toujours plus foncées. Moi, les miens étaient blancs, avec 2 lignes bleu-gris dessus. J'en ai jamais revu depuis. Ils se sont battus avant que je puisse les mettre adultes puis que je puisse essayer de les reproduire et savoir cette couleur-là. Mais c'est assez agressif comme écrevisse, mais étant donné sa grandeur, c'est certain qu'un poisson de 2 pouces, moi, j'ai pas expérimenté qu'il ait réussi à les attaquer comme il faut, là, mais entre eux autres, c'est très agressif. Côté pH pour celui-là, il y a beaucoup de mythes qui disent beaucoup d'informations qui disent que ça peut vivre à 6,5, 7, là, malheureusement. Le lac de Haute-Sivienne peut atteindre un pH de 9. Ça fait que moi, je suggère que si vous en avez, que votre pH aide au moins un 7,8. J'ai
eu beaucoup moins de problèmes avec ces paramètres pour la reproduction puis pour la maintenance en général. Eux autres mangent pas les plantes. Par contre, parenthèse, toutes les autres écrevisses que je vous ai nommées avant, là, ça va pas dans un aquarium planté. J'ai essayé, je nourrissais beaucoup. Il y en a qui ont réussi, mais moi, j'ai jamais réussi, en tout cas. Bon, on va revenir à nos écrevisses naines. Fait que le Pacurensis recommande fortement de garder un pH assez haut. Ensuite de ça, vous avez le Cambarellus diminutus. Bon, lui aussi, il vient pas gros. C'est le plus petit écrevisse disponible qui vient d'Amérique du Nord. Il existe un plus petit écrevisse en Australie. Là, j'ai pas le nom là, parce que la famille, je ne prononce pas ça souvent, qui vient 1 pouce. Mais le Cambarellus diminutus vit surtout dans des petits ruisseaux, des cours d'eau. Dans le Texas, il y en a au Mexique aussi. Qui peuvent atteindre un pH de 5. Moi, j'ai jamais essayé à 5. Ça me tente pas non plus. Mais par contre, le monde, il appelle ça des blue dwarfs. Mais pour avoir la coloration bleue, il faut absolument que votre eau soit acide. Je ne dis pas d'aller à 5, là. Un pH de 6,5, vous allez avoir, il va avoir une teinte bleue. Attendez-vous pas non plus que si vous achetez un écrevisse qui est comme ça, puis qui est bleu, vous mettez dans un pH, mettons 7,5, il va venir brun. Si vous descendez le pH en une semaine jusqu'à 6, mettons, là, on va dire, il ne viendra pas bleu tout de suite. Il va venir bleu à sa prochaine nuit. Fait que ça, pour les écrevisses américaines, beaucoup de sortes qui sont super belles, mais malheureusement, ça prend des phases de froid. Autrement dit, il faut qu'il y ait une température de 15 degrés et moins pendant 3 mois pour avant de pouvoir les accoupler. Mais par contre, ils ne sont pas disponibles. Ça fait que c'est pourquoi je n'en parle pas. Ceux d'Australie. Les écrevisses australiennes, bon, comme je vous disais tantôt, il existe environ 155 et sûrement au-delà maintenant. L'Australie possède l'écrevisse le plus petit au monde, qui devient à peu près 1 pouce, et possède le plus grand, qui vient jusqu'à 24 pouces. Ça, attendez, j'ai marqué le nom, parce que non plus, je ne prononce pas ça souvent. C'est le Astacopsis gouldi. Ça peut venir 24 pouces de long, peser jusqu'à 5 kg. En tout cas, c'est le plus gros crustacé existant sur la Terre. Bon. Par contre, les écrevisses en Australie sont comme les écrevisses de Louisiane, sont consommées. Donc, la raison pourquoi on a certains écrevisses d'Australie, c'est justement à cause de l'aquaculture. Vous avez le Chirac destructor. La couleur vient comme ça, normalement. C'est un écrevisse. Le nom de destructeur, c'est pas parce qu'il détruit tout. C'est parce que dans les zones de culture, Oups, 2 secondes. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, Sylvain. OK, c'est beau parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre. Là. Pas le temps. Chirac destructeurs sont nommés ainsi parce que quand dans où il y a les courants où il y a l'eau, les ruisseaux d'eau pour les cultures, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils font des trous. Fait qu'ils font des dames des fois là, pour ces
pour ces cours d'eau-là, fait qu'ils détruisent tout parce qu'ils font eux autres, ils creusent là-dedans. Fait que c'est la raison pourquoi ils ont appelé ça des Chirac destructeurs. Bon, en tout cas. Quand même, c'est un écrevisse, donc entre eux autres, entre différents destructeurs, c'est assez agressif. Ça fait que s'il n'y a pas assez de volume d'eau, ben c'est sûr que ça peut se battre jusqu'à la mort. Par contre, les caractéristiques, ben, c'est sûr que ça creuse partout. Ça fait que ça, on parlera ça tantôt dans le décor. Mais c'est quand même une belle écrevisse, beau design de couleur dessus, facile de maintenance. Il vient un petit peu plus bleu, vrai. Ben, pas bleu marin, là, mais ouais, on pourrait dire qu'il vient un petit peu plus bleu marin que ça. Il existe une variété similaire qui s'appelle Albidus, qui est comme plus bleu poudre. Mais là, les scientifiques ne s'entendent pas pour savoir si c'est la même sorte ou si c'est pas la même sorte. Ils appellent ça Chirac destructor albidus. Ça vient d'Australie, puis ça ne partage pas les mêmes courants d'eau. Ensuite de ça, vous avez le Chirac carinatus, ou communément appelé le Red Claw Crayfish. Bon, comme vous pouvez voir, parce que le mâle, il y a un appendice. C'est pas un appendice, c'est juste que ça, sur le mâle, le bout que vous voyez rouge ici où il y a le point, c'est comme une partie translucide de sa coquille. Puis c'est rouge au lieu d'être clair ou blanc comme d'autres. C'est une particularité sur beaucoup de Chiracs qui existent. La raison pourquoi que justement qu'on a d'Australie à cause de la côte structure, comme je disais, parce que ça peut atteindre environ 10 pouces. Ça fait que ça fait quasiment des belles queues d'eau morts, là. Et effectivement, c'est fait plus. Ils font l'élevage pour la consommation. J'aimerais bien ça qu'il y ait plusieurs sortes d'écrevisses, comme je vous disais tantôt, d'Australie soient disponibles, mais malheureusement, on ne peut pas. Ensuite de ça, le plus grand nombre de Chiracs qu'on va trouver dans les animaleries, c'est ceux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, bien souvent, les premiers noms ont été nommés sous Urian Jaya, avec plusieurs noms fantaisistes, parce que premièrement, la plupart n'étaient pas identifiés scientifiquement. Ça fait que je ne pouvais pas donner de nom. Vous avez le Chirac Pekni, qui est souvent disponible. Je sais pas, ouais, c'est ça. Beaucoup de variations dans les couleurs. Ils appellent ça, normalement, ils appellent ça un tiger, comment un tiger Chirac. Il y en a qui ont les pinces bleues, il y en a qui ont les pinces oranges. Comme vous voyez, la queue a différentes sortes de couleurs. Il y en a une variété qui est comme encore plus orange que celle que vous voyez à droite. Il y en a qui sont encore plus bleues que celles que vous voyez à gauche. Il existe environ 6 variantes. Moi, j'ai eu la variante bien normale, qui est celle qui est à gauche. J'ai fait la reproduction. Ça, c'est quand même un écrevisse qui est quand même assez paisible. C'est vraiment drôle de voir quand les couples se forment. On dirait quasiment pas des humains, là, mais quand même comme les oiseaux. Là, c'est comme ça reste un après de l'autre, ça reste dans la même cachette. Ça fait que c'est super le fun à voir. Ensuite de ça, vous avez le Boesmani. Le Chirac Boesmani. Bon. Il y en a qui pourraient dire peut-être que celui-là, là, la couleur est fake, là. Mais non, la couleur n'est pas fake. J'en ai un. C'est pas ma photo. En passant, les photos qui sont
Chris Lockup là-dessus. J'ai demandé la permission et je l'ai obtenue. Les Boyesmani ont une très grande variété de couleurs. Là. Ça en va du rouge au bleu, au vert. Mais par contre, ils n'ont pas été identifiés scientifiquement. Donc, c'est mis dans le groupe des Boyesmani. Mais on peut pas. Vous allez avoir des variantes, puis qu'on peut pas dire c'est quoi exactement. Il va y avoir des noms, c'est sûr qu'il va y avoir des noms plus. Des noms inventés par ceux qui vendent, par ceux qui les vendent. Vous avez le Blue Moon, qui est, lui, le Blue Moon, qui en est un, ça, qui est considéré comme un Boyesmani. Et vous voyez que la couleur est totalement différente. Le groupe des Boyesmani sont quand même légèrement plus agressifs que le Pekni, mais quand même assez paisibles. Pour la plupart des Chirac de Papouasie, Nouvelle-Guinée, on est porté à croire que ça vivrait dans des eaux assez chaudes, mais non. Effectivement, c'est comme ils vont supporter des températures plus hautes que 25, mais à longue échelle, c'est pas très bon. Normalement, là, ça vit entre 20 et 24. En fait, de degrés. C'est quand même assez facile à reproduire. Ensuite de ça, il y a le Blue Leg. Et comme vous voyez, on appelle ça des Blue Leg Elegant, là, je sais pas. Et comme je vous dis, c'est des noms un petit peu inventés. Comme vous voyez, là, comme le Red Claw, il y a une membrane semi-transparente sur le bout des pinces. Ça, c'est typique pour les mâles. Fait qu'il n'y a aucune femelle qui a cette particularité sur les pinces. C'est vraiment un mâle. Fait que quand vous voyez dans un aquarium, dans un animalerie, puis qui ont toutes cette particularité, ben, là, vous n'aurez pas de mâle ni de femelle. Vous n'aurez pas de femelle, c'est juste des mâles. Ensuite de ça, un autre qui est le Chirac Snowden, qui lui aussi a une coupe de variété de couleurs dimorphisme de couleurs, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais vous avez plusieurs couleurs. Là. Il y en a qui vont être un petit peu plus vert, un petit peu plus brun, plus d'orange, moins d'orange. Quand même assez pacifique, facile à reproduire. Et vous avez aussi, ça c'est vraiment, Snowden a été identifié, il était parmi la famille des Holthuisi, mais variété orange tip. Mais là, comme 2 ou 3 ans, ont été décrits scientifiquement et c'est pas un Holthuisi, c'est un Snowden, donc il n'est pas pareil. Il y en a encore beaucoup là, qui sont en train de se faire identifier par Chris Lockup. Il y a comment il s'appelle? Reinhard Pekni, qui ce beau petit livre-là, qui sont en train d'en identifier. Il y a aussi le très populaire Chirac plus cher. Là, Sylvain, si je t'interromps 2 secondes, là, on a une question de la part de Lise. Donc, Lise, si tu peux Tu voulais poser ta question? Hello? Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Tantôt, vous avez parlé des diminutus et puis des écrevisses du Mexique, là, les CPO. Appelle-les CPO, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de dire. C'est pas mal plus simple à prononcer. Oui.
Quelle est leur espérance de vie dans des conditions optimales? Conditions optimales. Ben, parce que ça dépend c'est quoi les conditions optimales. Parce que normalement, les écrevisses, là, on est porté à croire que ça pourrait, vu que c'est dans des places chaudes, ça vit bien souvent dans des courants où que les lacs sont quand même assez froids, hein, selon l'aquariophilie, parce que ça tient à peu près à 20-22. Bon, c'est sûr que ça peut hausser, mais c'est comme tu vas au Mexique, les axolotes vivent dans des lacs là-bas là, qui atteignent 60 au maximum. Là, fait que, une espérance de vie, c'est environ 2 ans et demi. Ah, OK, merci beaucoup. Ben, parce que plus le métabolisme est ben, plus que c'est court. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se rend, peut-être que le monde ne savent pas, les Cambarellus, là, à 1,5 cm, là, ils peuvent porter des œufs. Moi, j'en ai eu à 1 cm, là, se sont accouplés. Pendant que tu parles de CPO, Sylvain, j'ai Geneviève qui m'a demandé c'est quoi le volume minimum d'un bac pour un couple de CPO? CPO, 5 gallons, c'est bien en masse. Mais il y a des CPO. Par contre, bien planté, ça ne mange pas les plantes, les Cambarellus, là, les écrevisses naines, ne mangent pas les plantes, mais ils s'amusent des fois à couper les nouvelles pousses, mais ça ne les mange pas. Ça ne fera pas un dégât, là, franchement, dans un aquarium planté. 5 gallons, s'il y a beaucoup de cachettes, il n'y a pas de problème. Moi, je garde la plupart dans des 5 gallons. Puis des fois, comme les diminutus, j'en ai peut-être une vingtaine là-dedans. Là. Mais j'ai beaucoup de cachettes. Pendant que tu fais les questions, j'ai quelqu'un qui demande est-ce que les écrevisses naines peuvent vivre avec les crevettes? Je peux répondre oui si le nombre de chaque n'est pas beaucoup dans une grosse aquarium. Parce qu'étant donné qu'un écrevisse, c'est opportuniste, mais bien souvent, si la crevette elle tient souvent sur le sol, lui est sur le sol, donc il va peut-être trouver un moyen de les tuer. Ben, les tuer. De les attraper puis de les manger. Oups, excuse, je me suis muté. J'ai Henri qui demande une question. C'est dans quelle gamme de prix les écrevisses? Là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, là, tout change. Hein? On achetait des affaires pour 5 piastres normalement, puis on les paye 8 piastres. En général, un écrevisse, sans pandémie, se vendait environ une vingtaine de dollars. Pour les normales, là, je parle pour peut-être des Chirac 25, là, mais mettons pour les Alini Clarky. Puis les naines, ça se vendait environ une douzaine de dollars. Là, je ne sais pas si c'est rendu le même prix. Quand que je regarde des sites, là, les Chirac, moi, je les vois juste à peu près à 30 dollars et un peu plus. Les Procambarus normales se vendent à peu près le même prix, qui normalement devrait être beaucoup moins cher. Puis les Cambarellus et naines, ça doit tourner à peu près autour de 15 piastres aujourd'hui. On a Frédéric qui rajoute pour les CPO que c'est pas idéal un couple, c'est mieux 2 à 3 femelles par mâle. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que c'est l'idéal. Ça, je le sais. On t'entend plus très bien. Ah, t'entends pas? Ben, c'est comme si tu avais coupé le speaker. On t'entend comme si tu étais vraiment loin. C'est marqué enregistré. Tu m'entends bien, là? On t'entend, mais pas bien. Moi, j'ai pas touché à rien. Mais par contre, ouais, petite affaire enregistrée en. Non, ça veut juste dire que Louis enregistre dernière, je pense. Okay. Ah non, j'en ai plusieurs qui rentrent. C'est clair pour les $15, là? Ouais. Ah, okay. Tu voulais parler des femelles, du nombre de femelles. Je pense que Frédéric a fait un commentaire.
Oui, parce que c'est la plupart du temps, quand que les magasins reçoivent les CPO, on va les appeler de même, là, parce que c'est pas mal plus facile, ils vont recevoir beaucoup plus de mâles que de femelles. Fait que si t'es vraiment pas habitué, c'est tough souvent d'avoir plusieurs femelles puis juste un mâle. Pendant que tu parles de ça, Lise me demande comment tu différencies le mâle d'une femelle. OK. Pour les CPO, tu vas voir la femelle, la pince, les pinces sont vraiment comme un ellipse, sont c'est bien symétrique. Le mâle, les pinces sont un petit peu plus longues, puis il y a une courbe dedans qui monte vers le haut. Oui. Mais normalement, tu n'as rien qu'à regarder à la longueur, puis tu vas le voir tout de suite. Sinon, ben, si tu sais comment différencier un homard, c'est la même chose. Quand tu parles de la longueur, c'est le mâle ou la femelle qui est le plus grand? Les longs, c'est le mâle. Les pinces elliptiques symétriques, c'est vraiment la femelle. Parfait. J'ai une dernière question. Ah, vas-y, termine. Si vous voulez, je peux vous faire un petit dessin pour ça, parce qu'il faut checker en tour. Hein, pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Moi, je vais vous donner un truc parce qu'il y a comme 7-8 sortes de familles d'écrevisses. Puis il y a des légères différences pour confirmer pour si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Ça fait que je vais vous faire un petit dessin, là. Ça sera pas long, pas long. J'aurais dû l'emmener là-dessus, mais moi, je suis tellement habitué que j'ai plus pensé. Excusez-moi. Ça va être, c'est très simple. Il y en a, bon, le monde peuvent donner des photos pour les différentes sortes. Mais moi, j'ai découvert qu'à un moment donné, ça a réglé le cas pour toutes les écrevisses. OK, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup de l'avoir trouvé. C'est un homard, comme vous voyez. Si tu envoies cette partie qui est entourée, vous avez deux petites... Bon, on va vous le faire le dessin, puis tu me diras si vous le voyez bien. Bon, OK. Les crochets, oh, ben moi, c'est pas tout à fait de même. Non. Vous voyez bien le dessin? Oui, on va bien. Relève un petit peu plus haut, mais on va à peu près. OK. Ouais. Ça ici, c'est la queue là, qui s'en vient comme par ici. On va juste faire la tête plus... comme ça. Quand vous avez les deux petites pattes, ça, c'est un mâle. Quand il n'y a pas de pattes, là, les deux petites pattes qui sont ici, au mort, comme vous dites, c'est une femelle. Maintenant, vous allez avoir les gonopodes sexuels, qui sont je sais pas, c'est comme des parties sensorielles de l'écrevisse. Sur le mâle, normalement, sont sur la première patte de l'arrière. Les petites pattes. Là. On ne regarde pas les pinces, on parle juste des pattes. Les femelles, c'est la troisième qui a vous voyez comme l'articulation, il y a comme un petit rond dessus. Dès que vous avez des petits ronds à la troisième patte, ou deuxième à partir d'en avant, automatiquement, c'est une femelle. Les mâles, eux autres, ben, c'est ça, c'est la quatrième ou à partir de l'avant ou la première à partir de la queue. Je sais pas si ça vous aide un peu. Je pense que c'est une bonne explication. Ben, Ben, moi, si jamais je pense que c'est clair. vous avez pris de le savoir, vous pouvez me rejoindre en personnel. Là. J'ai une question de Michel.
qui demande les écrevisses en général, est-ce que ce serait bon dans un paludarium où il y aurait seulement 8-10 pouces d'eau? Donc, paludarium, c'est moitié eau, moitié terre. Ouais, mais je sais que toi, tu le sais, mais je l'explique en général. Oui, mais attends-toi à ce que peut-être ça monte et ça sorte sur la terre, ça coupe une coupe de plantes. Parce que les écrevisses, c'est les rois de l'évasion. Même, je dirais, c'est des magiciens. Se sauver, là, ça, je vais en reparler un petit peu tantôt. En fait, Lise a dit que c'était très utile, ta description mâle-femelle. Fait que on a épuisé tout. C'était très utile, ton dessin, ta description. Ah ouais, OK, merci. J'ai épuisé. Ouais? Pardon, vas-y, Sylvain. Ben, parce que si vous allez manger, je ne sais pas si vous êtes des mangeurs d'eau morte, là, mais si vous allez jamais à une poissonnerie, là, vous regarderez, c'est un petit peu plus flagrant, ils sont un peu plus gros. J'ai plus de questions pour toi pour l'instant, fait que tu peux continuer. Non, OK. Mais comme je dis, dans un paludarium, moi, je n'ai jamais essayé, mais je sais que des écrevisses, ça se promène ça peut se promener d'un lac, tu sais, puis c'est marcher, puis s'en aller dans l'autre lac, là. Ça fait que dans un paludarium, il va aller se promener. Ben, pendant que tu parles de ça, j'ai une question qui vient de rentrer. Est-ce que, comme certains crabes, les écrevisses ont besoin de sortir de l'eau des fois? Jamais. C'est 100% aquatique. Ah ouais, je pense que ça À part des crabes de mer, là, des crabes d'eau douce, je ne connais pas un crabe qui est 100% aquatique. Même si les vendeurs veulent vous dire oui, non. Il n'y a pas un crabe d'eau douce que je connais, qui est spécifiquement d'eau douce, là, je parle. Il y a peut-être les pom-pom crabes, puis je sais pas si je m'en souviens un peu, les nénaris qui sont Thaïlande, là, ou les mini-crabes, là, mais les micro-crabes, qui eux autres sont aquatiques, mais leurs bébés s'en vont dans la mer pour revenir un peu comme les amanots. Ces deux-là. Mais il existe une panoplie de crabes d'eau douce, mais j'en connais pas une sorte qui est 100% aquatique. Il y a Frédéric qui ajoute que si les écrevisses sont en surface, c'est parce qu'il manque d'oxygène dans le bac. Oui. Moi, j'ai expérimenté des affaires parce que j'ai essayé bien des setups pour les écrevisses, là. Filtreur, pas de filtreur, juste changement d'eau, tout ça. Puis bien souvent, ça, quand il n'y avait pas de filtreur, il y avait une roche. Bien souvent, tu te retrouvais là parce que justement, il n'y avait pas assez d'oxygène. Il y a une petite partie là-dessus que je vais revenir tantôt. Là, je vais voir où je suis rendu. Bon, on est rendu là. La maintenance des écrevisses. Bon. Et justement, le setup d'un aquarium d'écrevisses, c'est justement ça. Ça prend une bonne eau oxygénée. Donc, une bonne filtration parce que ça fait quand même assez de détritus. Il faut que l'aquarium soit hermétique. Je ne dis pas hermétique à 100%, mais il faut que ça soit quand même assez couvert pour pas qu'il y ait un trou de la moitié de sa grandeur qui passe. Parce que même juste un kilo de distributeur d'air, là, c'est assez pour lui pour s'accrocher puis monter en haut. Ça fait que lui, il va trouver le moyen de s'en aller. Fait que ça, faut éviter ça. Si jamais ça arrive, par contre, puis vous retrouvez votre écrevisse puis il est encore vivant, la chose à ne pas faire, le remettre dans l'aquarium directement. Parce que là, vous allez le nailler. Et oui, c'est bien ce que je viens de dire. C'est que l'écrevisse, en sortant, bien souvent, ses branchies vont s'assécher un peu, vont être quand même assez humides pour respirer, mais trop sec pour pouvoir retirer l'oxygène de l'eau. Donc, vous devez les prendre dans un petit bucket, mettre peut-être une petite roche ou quelque chose, puis à peu près avec, je ne sais pas moi, 1 pouce d'eau. Puis là, lui va réhydrater puis remouiller ses branchies
Puis là, à ce moment-là, au bout d'une heure, 1h30, mais là, vous pouvez le remettre dans l'aquarium, qu'il n'y aura pas de problème. L'aquarium, comment elle doit être disposée, c'est que, étant donné, comme je vous ai dit, que ça mangeait les roches, ça mangeait les plantes, ou si ça ne les mange pas, ben, ça va être déterré, ça fait que ça prend beaucoup de cachettes. Si vous avez 2 écrevisses, ben, il faut au moins 3 cachettes. Fait qu'au moins, ben, c'est parce que si le mâle ou le plus dominant décide que lui veut aller dans la cachette de l'autre, ben, l'autre va avoir une porte de sortie. Là, je savais que j'oubliais quelque chose, mais je ne m'en souviens pas. OK, c'est ça, ça prend. OK. Le volume d'eau pour un écrevisse. Parce qu'un écrevisse, ça n'a pas besoin de haut d'eau, ça a besoin de bas, ça a besoin de surface d'aquarium. Ça fait qu'un 15 gallons, c'est vraiment le minimum pour les écrevisses qui peuvent aller jusqu'à 5 pouces. Comme vous disiez tantôt, CPO, diminutus, ça peut aller d'un 5 gallons. Mais pour les autres, ça prend minimum 15 gallons, qui donne à peu près 1 pied par 2 pieds, pour un couple. Et si vous voulez rajouter un écrevisse, ben là, il faut vous rajouter 10 gallons. Donc, ça va vous donner sûrement... ça va vous donner plus que un pied carré, parce que si on dit que 15 gallons, c'est un pied carré de fond, ça va vous donner plus qu'un pied carré si on rajoute 10 gallons. Mais ça, c'est certain. Mais là, à ce moment-là, il faut que le nombre de cachettes soit multiplié. Au point de vue du décor, ça va être des roches. Arrangez-vous pour que si vous mettez... Ça prend un gravier. Bon, on va dire que... Bon, je suis nerveux, ça fait que... Oh, bon. Ça prend un gravier fin à médium. Le sable, c'est à... Moi, je trouve que c'est à proscrire parce que souvent, le sable va faire des pochettes de gaz puis c'est pas trop bon. Puis les écrevisses aiment creuser. Fait que c'est encore mieux. Fait que quand vous mettez votre décor, vous mettez des roches, prévoyez que si une roche n'est pas stable, elle risque de se déplacer, de tomber ou je sais pas quoi. Fait que ça, juste à prendre en considération. Avec, mettez des roches et des morceaux de bois. Les paramètres. Bon, c'est ça. Les écrevisses, en général, comme je disais tantôt, la température va se situer entre 20 et 24. 22, c'est quand même l'idéal, parce que ça augmente la durée de vie de votre écrevisse aussi. Parce que si vous allez... Parce qu'en général, comme je disais, entre 18 et 24, 24, ça peut être ça l'été, que dans leur habitat naturel que ça vient. Mais là, leur métabolisme est augmenté. Donc, si un écrevisse vit 2 ans, ben, et là, il va moins vivre que 2 ans. C'est pour ça que je vous recommande tout le temps d'acheter. Je recommande d'acheter des écrevisses quand ils sont quand même pas gros. À ce moment-là, vous avez plus de chances de les voir pour longtemps. En passant, j'ai pas fini la maintenance. Les Chirax peuvent vivre à peu près 4 ans, puis les américaines ou nord-américaines vivent à peu près 2 ans et demi. Les paramètres de l'eau. Bon, étant donné que c'est des écrevisses, que leur exosquelette est en chitine, puis ça prend quand même un pH de 7 et plus. Ils vont tolérer des pH de 6,5, mais là, il y a quelques facteurs qui peuvent venir en compte, c'est les taux de minéraux. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils recommandent beaucoup, c'est qu'un KH de 3 et plus, avec un GH de 3 et plus. Si vous avez en bas de ça,
il risque d'y avoir des problèmes lors de la mue. Les crevisses, pour grandir, ça change de coquille. Ça fait que là, il va se produire des problèmes, il ne sera pas capable de sortir, puis il va mourir exténué à essayer de sortir. Par contre, comme je disais, il y a des exceptions que le CPO, lui, il faut absolument un pH haut. Je pense que Louis a expérimenté un moment donné, puis m'avait posé la question, puis qu'il a bien vu que son pH était malheureusement trop bas. Bon, les paramètres. Comme je vous dis, en général, paramètres, là, moi, j'ai aucun chauffage dans mes aquariums. Fait que ça se tient à peu près à ça, 20, 18, 20. J'ai tout un KH puis un GH de 3 minimum quand il y a des écrevisses. Ça fait que pas mal ça pour les paramètres. C'est sûr qu'il y a des changements d'eau très réguliers. Quelque chose à ne pas négliger, qui acidifie l'eau normalement, là, mais c'est quand même bien pris. C'est de mettre des feuilles d'algues, des feuilles de catapa ou des feuilles séchées, soit de chêne, d'érable. Il ne faut pas vous prendre des résineux. Mais de mettre ça. La raison pour ça, c'est que ça contient des acides fluviques et des acides humiques qui sont des antibactériens, des antifongiques. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais en tout cas, c'est pour le fungus, les champignons. Ça l'aide à la bonne santé de vos petits chéris. Ouais, c'est pas mal ça pour ça. Bon, l'alimentation. Les écrevisses ont une particularité. Parce que quand ça se reproduit, ben, les bébés sont très cannibales. Parce qu'ils recherchent à avoir des protéines. Ça fait un écrevisse, en général, est omnivore. Mais lors, quand ils sont jeunes, il faut les nourrir principalement de carné, au point de vue de un régime protéiné avec un petit peu de végétal. Il suggère 80% carné, 20% végétal. Par contre, quand ils sont adultes, on renverse l'affaire. C'est 80% végétal et 20% carné. Si ça, c'est pas respecté, il risque d'y avoir des problèmes de mue qui vont justement finaliser par une mort. Y a-t-il des questions sur la maintenance? Non? J'en ai pas jusqu'à date. OK. Comme vous résumé, c'est 15 gallons un couple, beaucoup de cachettes. Faut que ça contienne du bois là, dans l'aquarium, c'est pas mal mieux parce que s'ils n'ont pas de feuilles, à grignoter, ben, ils vont manger des morceaux de bois qui vont leur apporter des fibres. Fait que c'est très bénéfique pour leur santé. On a Lise qui demande c'est mieux que l'eau soit calme ou avec beaucoup de courant? Moi, je dirais médium. Trop calme, non, parce qu'au point de vue, parce que on sait qu'un eau calme, ça va contenir moins d'oxygène, parce qu'il y a moins d'échanges gazeux. Ça pourrait être calme pareil, là, mais moi, j'opte pour, j'opte pas pour un brassage complet, mais il faut qu'il y ait une bonne circulation. De toute façon, pour la santé de l'aquarium, une bonne circulation, c'est tout le temps meilleur. Quel type de filtreur tu recommanderais pour des écrevisses? Moi, je prends des petits filtreurs normalement submersibles, puis ça fonctionne très bien. Ça fait un bon courant. J'ai eu des 15 gallons avec des filtreurs à éponge, mais le problème, c'est que le filtreur à éponge, si jamais il manque de bouffe, ils vont manger tes éponges.
Parce qu'ils vont manger plutôt les. Je ne sais pas si c'est les bactéries, justement, qui sont dessus. Mais c'est à ce moment-là que je ne connaissais pas ça qu'il fallait que je mette du bois ou des feuilles. Là. Mais quand j'ai mis ça, là, ils ont pu toucher au fil de réponse. Mais l'air était quand même assez fort. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Ah oui, j'étais juste curieux. C'est moi qui ai ajouté les filtres, mais pour le débit, tu as répondu parfaitement. Non, mais c'est parce que tu n'as pas besoin d'un courant extraordinaire, mais tu sais, une circulation, là, tu sais, ça fait bouger l'eau, puis donc c'est bon pour les bactéries aussi. Au point de vue de l'alimentation, comme je vous disais, si on va de la source végétale, comme vous dites, les feuilles, ça peut être n'importe quoi, là, acheter des fois des magasins pour les tuteurs de plantes, là, il y a des bambous. Moi, je prends ça, je coupe en morceaux, je les fais bouillir, puis je les remets dans l'aquarium, puis bien souvent, ils vont gruger après. Ils grugent sur mes morceaux de bois aussi. Mais les feuilles, c'est jamais assez dit, c'est primordial. Dans les légumes, bon, il y a du zucchini, des carottes, des petits pois verts, ils adorent ça. Des épinards. Bon, n'importe quel légume, bien souvent. Blanchi. Fait que moi, je fais juste bouillir de l'eau. Une fois que l'eau a bouilli, plonge les morceaux là-dedans. J'attends 5-6 minutes, mets ça dans l'aquarium. Ça, c'est pour le végétal. Ensuite de ça, pour le carné, ben, vous pouvez donner des moules, poisson blanc. Moi, je donne bien souvent, là, quand je suis un mangeur de fruits de mer. J'en mange pas souvent parce que c'est cher, mais en tout cas. Je les jette en écale tout le temps. Fait que, l'écale que j'enlève avant la cuisson, fait que je l'enlève, je donne ça aux écrevisses. Ça fait que, il y a la coquille qui leur fournit du calcium, en même temps, dans les petites pattes, il y a quand même de la chair. Pendant que tu parles de la nourriture, Lise me demande les pois verts, est-ce qu'il faut enlever l'enveloppe? Ils vont l'enlever tout seul, inquiète-toi pas. Moi, je fais rien que les écraser, je les mets dedans, puis bien souvent, elle est partie. Parfait. J'ai deux autres questions en même temps. Oui. J'ai Annie qui demande, elle a 2 CPO dans une 30 gallons. Ouais. Ils ont souvent l'air de vouloir se sauver vers le haut. Donc, je ne sais pas s'ils veulent sortir de l'eau ou si seulement ils se dirigent vers le haut de l'aquarium. Non, c'est parce qu'ils voient quelqu'un arriver puis ils veulent se battre. Quand je te dis que c'est agressif, c'est ça. Bon, ben, parfait. J'ai Henri qui demande si, en fait, il demande qu'est-ce qui convient dans une 5, une 15 ou une 30 gallons, mais peut-être que tu as une espèce que tu pourrais suggérer pour chaque gallonnage. Ben, dans une 5 gallons, tu peux pas mettre de Procambarus. Comme je t'ai dit, moi, tu peux avoir des Cambarellus seulement. Mais là, les naines, c'est ça? Hein? Les naines. Les Cambarellus, les naines. Comme je disais, les CPO, je trouve qu'ils sont pas grosses, là, mais je pense que c'est une des sortes d'écrevisses les plus agressives que j'ai eues. Tu mets 2 mâles, dès qu'ils se rencontrent, là, c'est l'enfer. Mais j'en ai tenu, moi, comme une vingtaine dans une 15 gallons, mais c'était full planté, là. Tu sais, quand je dis full planté, c'est le sol, l'arrière, puis ça montait jusqu'en haut. Justement, pendant que tu parles des CPO, Annie me dit qu'elle a trouvé une demi-cherry shrimp avec ses écrevisses. Est-ce que ça pourrait être les écrevisses les coupables? Elle a trouvé une quoi? Une crevette, une cherry shrimp. Cherry shrimp, oui. Oui, oui, ça se pourrait. Vas-y. Si elle a été proche, là, puis que les crevisses étaient à portée, sûrement qu'il l'a snappé. Comme je vous dis, c'est opportuniste. Un écrevisse n'ira pas comme partir à courir ou à nager pour aller pogner un poisson ou tout ça, mais s'il est tout calme, puis qu'il y a un poisson qui vient se planter à portée de ses pinces, il y a des chances qu'il essaye de l'attraper. J'ai Ferdinand qui demande à quel âge ou à quelle grandeur il faut séparer les bébés clarkiers?
Puis à quel âge tu peux déterminer le sexe? Il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Hein? Moi, à la place de donner un délai, on va donner une grandeur. C'est ça. À peu près à 1,5 pouce sont 100% sexables. Mais les bébés, c'est mieux de ne pas les garder. Ben, je vais parler de ça dans pas long. Là. Non, ben, tu peux le garder pour plus tard. L'élevage, là. Oui. Pendant que tu parlais de la nourriture. Non, si tu vas en parler tantôt, parle-en tantôt. Je vais en parler de ça. Là. Mais pendant que tu étais dans la nourriture, José nous demande pour les légumes, comment tu les fais pour que ça y aille dans le fond, au fond. C'est pour ça que je les blanchis. Je fais bouillir de l'eau, mets les légumes dedans. Puis bien souvent, tu remarques, bien souvent, une fois qu'ils ont resté là 5-6 minutes, tu les retrouves toutes dans le fond. Si mettons qu'ils ne sont pas dans le fond, ben à ce moment-là, écrase-les, ça va faire sortir l'air, puis ils vont caler. Sinon, tu peux l'accrocher après une fourchette. Là. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Juste comme les blanchir 5-6 minutes, puis ça tombe dans le fond. Là. J'ai une question aussi. Est-ce que tu mettrais des écrevisses avec un arowana? Avec un? Arowana. Tu sais, le gros poisson. Hein? Oui, je le sais, ça vient. Oui, c'est ça. Ça risque de finir en nourriture, effectivement. Oui. C'est pas ça risque, c'est certain. Bon, ben parfait. J'ai fait le tour des questions, si tu veux continuer. Non, mais tu me rouvres une petite parenthèse que je voulais parler, puis j'ai complètement oublié. Beaucoup de gens qui veulent mettre des écrevisses avec des cyclides. C'est pas la meilleure des idées, d'après moi. Là. Premièrement, parce que les cyclides, bon, moi, là, je ne suis pas un expert en poisson, je suis expert. Je connais beaucoup l'équilibre d'un poisson, là, mais à part de ça, là, j'ai une base, juste une base. Là. C'est pour ça, moi, je suis fixé ces invertébrés. L'eau est premièrement trop chaude, doivent garder ça à peu près à 80. Ça fait que c'est pas très, très bon. Ensuite de ça, c'est des poissons qui sont quand même assez agressifs, donc ils vont tout le temps aller le picocher. Ça fait que il va être tout le temps sur le nerf. Puis il va être très vulnérable quand il va muer. Ça ne veut pas dire qu'il va muer absolument dans une cachette, parce qu'il y a une cachette qui n'est pas assez grosse, il ne pourra pas muer dedans. Fait qu'il va falloir qu'il mue ailleurs, puis là, ben, il va être très vulnérable. C'est bon comme... Il n'y a pas de questions? Non, parfait. T'as fait le tour. On va aller dans les maladies. Les maladies, bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est si vous voyez l'écrevisse qu'il y a là, ça, c'est l'écrevisse, ben, ils appellent ça des rust spots, des taches de rouille. Si vous voyez les points noirs là, sur l'écrevisse, là, ça l'attaque la carapace. Ça, bien souvent, c'est un signe que la qualité de l'eau n'est pas extraordinaire. Ou qu'il y a du fluorure dans l'eau. Quoique, je pense qu'ils n'ont plus bien le droit d'en mettre, là, si je me trompe peut-être. Là. Mais ça, c'est un signe qu'à un moment donné, que la qualité de l'eau laisse à désirer. Fait que, comme je vous dis, vous faites les changements d'eau normal, puis que vous mettez des feuilles qui ont des propriétés, les tanins qui ont des propriétés fluviques et humiques, c'est antibactérien, c'est antifongique, ça fait que c'est juste te donner une chance de plus. Ensuite de ça, il y a le fungus, qui est à peu près la même cause. C'est à cause de la qualité de l'eau. Je n'ai pas de photo pour ça, mais n'importe qui a des poissons qui ont du fungus savent de quoi je parle. Tantôt, j'ai parlé pour il peut y avoir les problèmes de mue. Ça, les problèmes de mue, bien souvent, c'est dû à soit une mauvaise qualité de l'eau, soit qu'ils sont trop nourris avec du carné puis sont adultes. C'est pas mal les causes fréquentes.
Et il existe aussi la peste de l'écrevisse. Ça, c'est une maladie qui, si je ne me trompe pas, c'est fongique, qui attaque les muscles de l'écrevisse. Bien souvent, ils vont venir léthargiques, tu sors de l'eau, puis les pinces tombent toutes, puis excusez-moi. Finalement, ils vont finir par mourir parce que ça ne guérit pas fort, en tout cas. C'est mieux vaut éviter justement d'avoir ça. Ça, c'est surtout sur l'Amérique. Ils sont immunisés, mais si vous gardez une bonne qualité de l'eau avec les feuilles, je ne pense pas que à part que si vous l'emmenez du magasin, elle ne développera pas dans l'aquarium. Mais ça, c'est les écrevisses d'Amérique qui ont je ne sais pas si on peut dire ça, un anticorps pour ça, mais les Chirac ont zéro défense contre ça. Fait que, ça me fait penser à une affaire. Vous mélangez jamais dans un aquarium des Chirax et des Procambarus. Ça, c'est règle numéro 1 avec les écrevisses, là. Même les filets, moi, je ne garde même pas j'ai un filet pour mes Chirax, puis j'ai un filet pour mes Procambarus. Touche pas. Un ne va pas avec l'autre. Même si mon eau est correcte, puis mes écrevisses ont l'air correctes, je ne sais pas si je n'ai acheté un puis qu'il est porteur, peut-être que dans un tank où il est correct. Mais si ça avec les Chirac, c'est sûr qu'ils vont être décimés. C'est un problème quand ça arrive dans la nature, cette affaire-là. Comme je vous dis, il n'y a pratiquement pas de solution pour guérir de ça. Avec le fungus, c'est de faire des changements d'eau, les feuilles, comme je vous dis, des tanins. Il y a des produits maintenant naturels qui vendent pour ça. Là. Pour les poissons, ça fonctionne pas mal pour la vie aquatique en général. Moi, j'ai réussi à sauver des crevettes du fungus parce que justement, j'avais une couple de bébés qui étaient dans un bac avec pas beaucoup d'eau. Et j'ai oublié de faire le changement une semaine, puis ça qui est arrivé. J'ai mis ça dans un aquarium avec un filtre. Si je me souviens bien, c'est Pimafix. C'en est un qui est fait à base de piment, là, en tout cas. Ça sent le piment, effectivement, quand on met dans l'eau. Mais ça a fini par guérir avec plusieurs changements d'eau. Mais l'idéal, c'est justement de faire les changements d'eau. Et je reviens encore sur les feuilles séchées. La reproduction et l'élevage. Bon, pour la reproduction des écrevisses, pas totalement difficile. Ça, vous avez un mâle puis une femelle, ça va arriver. C'est pas des fossés, c'est pas des animaux très difficiles pour savoir qu'ils vont s'accoupler. Juste comme je vous disais, s'ils ont des cachettes, ils se sentent en sécurité, puis qu'ils mangent bien, ils vont s'accoupler, c'est certain. Maintenant, un écrevisse a la particularité d'être, une écrevisse, la femelle a la particularité d'être fécondée, mais pas de pondre tout de suite. Ça fait que vous pouvez acheter un écrevisse dans un magasin à pas d'œuf. Effectivement, il faut que ça soit une femelle. Vous la mettez dans votre aquarium et 2 mois plus tard, vous voyez qu'elle a qu'elle a des œufs. C'est la particularité des écrevisses de pouvoir garder le sac de spermatozoïdes à l'intérieur, mais de ne pas l'utiliser. Puis quand elle sent à l'aise, là, elle féconde ses œufs, puis elle les pond. Pour l'élevage, normalement, moi, je garde tout le temps à peu près qu'un couple par aquarium, qui est à environ de 15 à 20 gallons, avec beaucoup de cachettes. Je laisse les petits avec les parents. J'ai trouvé ça assez surprenant.
les parents ne touchent pas aux petits. Ils laissent aller, tu les vois se promener sur le mâle, sur la femelle. Puis s'ils sont trop achalés, ils vont s'en aller. Mais en général, mais c'est sûr que avec 200 écrevisses dans un aquarium de 20 gallons, ben, à un moment donné, ils sont quand même très rapprochés. Fait que, d'où le cannibalisme des jeunes, parce que les jeunes doivent manger souvent. Fait que, tu ne peux pas être là en permanence à les nourrir. Fait qu'il y a beaucoup de cannibalisme parce qu'ils cherchent à avoir des protéines. Le mieux, ça serait de les mettre dans un grand bac avec beaucoup de cachettes. Vous pouvez prendre des tubes de... je ne sais plus comment on appelle ça, non? En ABS, là. ABS, c'est très fatal pour les... C'est pas bon pour les aquariums. En PVC, des petits tubes, découpez ça à peu près en 1 pouce, puis vous sacrez ça dans l'aquarium. Là, je sais pas, vous en mettez un bon paquet. Nourrissez surtout carné. Ils vont grandir. C'est sûr qu'il y en a qui vont se faire manger. De toute façon, ceux qui vont rester vont être les plus forts parce que, ben, ça, quand j'ai fait l'élevage, puisque j'ai, mettons, vraiment sectionné beaucoup d'écrevisses, il y en avait beaucoup qui restaient beaucoup plus petits que d'autres à la même âge. Ça fait. Dans le naturel, probablement qu'ils se faisaient manger ou. Ça fait. C'est pas mal ça. Fait que si vous avez une portée, vous pouvez mettre ça comme dans un 30 gallons. Beaucoup de cachettes, comme vous dites, des tubes de PVC. Sans des genres comme de briques de tapis, là, de faux gazon en plastique là, chez Dollarama. Là. Vous pouvez mettre ça dans l'aquarium. Là, ça fait plein de cachettes. Ça fait qu'ils vont aller là-dedans. Puis en sauver plus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir les séparer. Là. Quand tu es rendu à 1 pouce, là, il faut soit augmenter le galonnage ou diminuer la quantité dans l'aquarium. Bon, fait que ça pour l'élevage. Pendant que tu parles de ça, j'ai une j'ai pas couple de d'autres questions. Ah, ben parfait. Ben, es-tu prête pour 2 questions? Oui. Marie-Michel demande je suis prête pour... pour des grosses écrevisses, par exemple les ghosts, de bébé à adulte, combien de temps ça peut prendre? Huit mois. OK, parfait. J'ai Denis qui demande... Ça peut être même un peu moins que ça. Toutes les fonctions... OK, ben je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les milieux aquatiques, toutes les fonctions de grandeur d'aquarium et de bouffe disponible. Parce que si je prends un couple d'écrevisses puis je mets ça dans un 300 gallons, admettons, là, puis là, j'ai plus besoin de toucher, je suis sûr qu'après 3 mois, les bébés écrevisses qui sont dans la 300 gallons vont avoir sûrement le double que ceux qui sont dans une 20 gallons, admettons. Même s'ils seront en plus petit nombre, là. Fait que plus qu'ils ont de volume d'eau, je ne sais pas c'est quoi la vraie raison de ça, mais ça prend pas de temps parce qu'un écrevisse, un ghost, un clarky, ça vit à peu près 2 ans. Ça fait que s'il veut se reproduire, là, 6 mois, là, il faut qu'il soit rendu adulte. Hein? Mais en tout cas, s'il n'est pas adulte, il est capable de se reproduire, donc adulte, mais il n'est pas à sa pleine grandeur. Frédéric ajoute que les Charax sont plus longs à grandir. Oui, les Chirac sont plus longs à grandir, puis je vous le dirais comme beaucoup, beaucoup plus longs. Ça se compare même pas. Quand j'ai eu 2 batchs de la même, à un moment donné, mes Procambarus ont eu le temps d'atteindre 3 pouces, puis mes Chirac, ça avait 1 pouce. Tu sais. Mais par contre, ça vit plus longtemps. On parlait de gros écrevisses d'Australie, là. Le fameux
Astacopsis gouldi, là, qui peut venir jusqu'à 5 kg. Ça vit longtemps, ça. Ça atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 12 ans. Ça fait que tu peux t'imaginer que c'est long là, avant que ça puisse se reproduire. Fait. Mais comme pour dire, les Cambarellus, là, à 1 cm, là, ça vit 2 ans maximum. Là. À 1 cm, ça peut se reproduire. J'ai eu des femelles grainées. C'était pas une 2-3 œufs. Il y en avait une vingtaine. Les Progambarus, comme je dis, c'est dur à dire l'âge que ça peut vivre exactement. Parce que bien souvent, quand tu es là, tu ne sais pas quel âge qu'il y a. Ça, c'est comme les crevettes. Quand tu achètes des crevettes adultes, là, bien souvent, il y en a du monde après 3 mois, ils disent ouais, toutes mes crevettes meurent. Ouais, mais tu as acheté juste des adultes qui avaient peut-être 1 an et demi, là, on ne sait pas. Ouais, c'est pas mal ça. On a Denis ou Denis qui demande en général, une portée des crevettes, c'est combien de bébés? Bon, mettons qu'on va dire qu'elle n'a pas fini de grandir, mais tu sais que c'est pas la première. Ça ne vient pas juste d'être sexuellement mature. Ah, ça va être 200. Okay. Mature, ça peut être 300. Est-ce que, là, c'est par curiosité, est-ce que les naines produisent plus ou moins que les Non, plus les grosses? naines, par contre, les naines, vu que la durée de vie est plus courte, c'est pour ça que je dis tout le temps d'essayer. Essayez de les avoir très petites. Parce que quand ils sont rendus grands, là, on dirait qu'ils ont un certain nombre de portées disponibles pour les femelles. Tu sais, mettons que ça vit 2 ans, ça ne te reproduira pas 2 ans de temps à full capacité. Ça, étant donné la grandeur et la grosseur des œufs, c'est peut-être, je pourrais dire, des 20 à 30 œufs. J'ai eu des plus grosses portées dans les Cambarellus. Il y en a que je ne peux pas te le dire parce que j'en avais à peu près 150 dans une 20 gallons. Mais c'est parce que j'avais 2 pouces dans 2 pouces, à peu près ça. 2 pouces de Pélioron, là, que le monde appelle. L'Omarioptis lineatus. Je n'avais 2 pouces dans le fond. Fait que ça, là, les cachettes, il y en avait un char, mais je ne les voyais pas souvent. Je les voyais parce que je sais que je les voyais des fois manger. Quand que je donnais la nourriture, je les voyais apparaître là, pour venir sauter dessus. Mais je dirais qu'environ, c'est 20 à 30 œufs. Parfait, merci. J'ai pas de questions encore, mais j'aimerais prendre le temps de te remercier d'être là ce soir puis pour ta conférence. Ah, merci. Ça me fait plaisir, moi je suis pas. Puis en même temps, pour tout le monde, gênez-vous pas si vous avez des questions. Si vous voulez les poser de vive voix aussi, écrivez-moi dans le chat, puis vous pourrez le faire. Puis en même temps, Sylvain est très connaisseur sur les plantes aussi. Donc, si vous avez des questions sur les plantes, c'est une bonne ressource. Ouais. Profitez-en. Tout le monde me connaît plus pour les plantes que ces écrevisses. Ah, mais les écrevisses, ça a été populaire ce soir. Ouais. Geneviève me demande, est-ce que tu donnes du calcium ou un supplément de calcium, peu importe, pour les écrevisses? Non. Jamais. J'ai jamais donné ça à aucun poisson, aucun invertébré d'abord. Je varie ma nourriture en fonction de qu'est-ce qu'ils contiennent. Puis, comme je dis, je vérifie que mon KH, mon GH sont corrects. Je n'ai jamais donné de supplément de calcium ou n'importe quoi. Au pire, allez, si vous voulez donner un supplément de calcium, là, ben, prenez des coquilles d'œufs que vous lavez comme il faut. Vous enlevez la petite membrane en dedans. Là. Vu que c'est des œufs à coque, sûrement souvent. Vous ne prenez pas la partie qui est imprimée, là, quoi que ça ne devrait pas déranger. Donnez des morceaux de ça. S'il en manque, ils vont le manger. S'il en manque pas, ils ne mangeront pas. Moi, dans mes aquariums, ils n'ont jamais mangé. On a,
On a Laurent qui demande, en fait, en résumé, c'est si on veut aller en magasin pour acheter des écrevisses, y a-t-il un magasin que tu suggères? Moi, j'ai pas bien de magasins à suggérer. Je suis peut-être un mauvais. Je m'approvisionne. Pour les écrevisses, bien souvent, je ne me suis pas approvisionné dans des magasins parce que, étant donné la rareté, premièrement, de l'espèce ou des espèces, je pourrais vous suggérer, j'en ai acheté partout, là. Où j'en ai trouvé le plus souvent, c'est chez Aquarius. Deuxième endroit, c'est chez Nature. Ben, ça allait bien là-bas parce que je connaissais le gars. Fait que quand il faisait sa commande, je demandais pour voir s'il y avait des écrevisses en liste, puis j'en faisais venir. Il y avait Aquatica qui malheureusement n'existe plus, qui lui me faisait dire n'importe quoi. Sinon en ligne. Mais là, avec les délais postaux et tout ça, malheureusement, il faut vérifier avec les magasins en ligne. Il y a Frédéric aussi qui suggère que tu peux citer les deux groupes dont vous faites partie, que je pense ouais. voir. Ben, c'est ça, là, je les ai pas là-dessus. Là. Mais on va les mettre sur notre page Facebook. Oui, bon. Je pense que je sais de quoi vous parlez de toute façon. Puis Julien, en même temps, demande est-ce que tu vends des bébés des fois? Oui, quand j'en ai, mais en ce moment, j'ai pas grand-chose. Donc, à cause de la COVID, tout ça, puis l'ouvrage, là, je m'en allais sur une belle ère pour tout pouvoir faire mes affaires, puis là, la COVID est toute venue gâcher. Ça fait que, non, j'ai pas, en ce moment, j'ai pas rien. Les Chirac Bossmani que vous avez vu, les mauves, j'ai essayé d'accoupler avec un autre Bossmani qui n'était pas mauve, mais mon Bossmani qui est mauve, il n'était pas cette couleur-là quand je l'ai eu, puis je l'ai eu à la même place. Ça fait que je doute fortement que c'est exactement la même affaire. Mais quand j'ai mis la femelle avec le mâle, je pense que je sais pas s'il était pas de bonne humeur, mais il a enlevé 2 pinces puis une patte. Ça fait que j'ai changé la femelle de place. Ah oui, c'est ça, en passant. Quand vous avez des écrevisses qui perdent un membre, paniquez pas, ça repousse à la prochaine mue. Ça ne reformera peut-être pas à 100% à la prochaine mue, mais après 2-3 mues, normalement, les pinces sont remplacées, puis les petites pattes, normalement, bien souvent, excusez, après une mue, sont remplacées. Pour les groupes qu'on cherchait, c'est Crayfish Keepers Canada et Écrevisses Québec. Oui, c'est ça. Dans Facebook, je pense que vous êtes mieux que moi pour chercher là-dedans. Sinon, je pense sur Facebook, vous pouvez contacter Sylvain directement, puis il peut vous mettre en contact aussi. Puis sinon, même un groupe de crabes là-dedans. Là. Oui, ben, j'ai déjà eu des crabes, là. C'est ça, là. Les écrevisses, c'est des rois de l'évasion et les crabes, c'est encore pire. J'ai eu des Panther crabs là, du Sulawesi. Comme je disais tantôt, c'est pas un crabe qui est 100% aquatique. Même toutes les recherches que j'ai faites, parce que bien souvent, je ne cherche pas juste sur des sites d'aquariophiles pour trouver mes informations. Je vais sur des publiés scientifiques, tout ça. Puis, par contre, justement, Chris Lookup, avec ce livre-là, il en parle peut-être un petit peu. Il y a un autre livre qui est supposé de sortir, puis que lui, il va être encore plus grand. Ça, Fred va pouvoir les avoir, sûrement, là, pas moi, là, mais Fred va sûrement être capable de les avoir. Il va y avoir une très grande liste justement d'écrevisses dedans. Je ne sais pas s'il y a d'autres invertébrés, parce que vous avez une source d'information, là. Là, ici, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais. Si tu l'approches, on va peut-être le voir un peu plus. Hein? Ou sinon, Louis peut te mettre en. Attends une minute, je vais essayer de te mettre en feature.
Et sur les invertébrés. Là. Ah, ben, on le voit un peu. Sinon, tu me l'enverras en photo, puis je le mettrai sur la Facebook. OK. Beaucoup d'informations sur les invertébrés en général. Mais là, il y en a un qui va sortir ses écrevisses par Chris Lockup qui va être, je pense, up-to-date. Puis il y a beaucoup plus d'espèces décrites. Malheureusement, c'est que ici, au Canada, les importations qu'on fait d'écrevisses, bien souvent dans les pet shops, ça se résume tout le temps à la même chose. Parce que les autres vont juste peut-être, je ne sais pas sur quoi, là. Mais en Chine, ils sont capables d'avoir une vingtaine de sortes d'écrevisses américaines que nous autres, on reste à côté et qu'on n'est pas capable d'avoir. À moins que je me mette à aimer la pêche puis que je m'en aille aux États pêcher. Parce que les plus beaux sont pas nécessairement les plus proches. J'ai Geneviève qui me demande aurais-tu une idée où trouver des micro-crabes? Je pense que tu en as parlé tantôt. C'est Oui, les tout petits crabes. Hein. En ce moment, moi, dit, je fais pas bien pet shop là, parce que, ben, premièrement, parce que je sais qu'ils doivent tout être, tout est réduit dans l'importation, tout ça. T'es Geneviève Lacasse? Je pense que oui. J'ai plusieurs Geneviève, mais je pense que c'était Geneviève. OK. Ben, peut-être de demander chez Aquarius. Hein? Oui? Oui, c'est elle, oui. Parce que, oui, ben, elle doit être plus placée pour moi où en trouver, parce qu'en ce moment, là, je ne sais pas où trouver grand-chose. Peut-être essayer, il y a Shrimp Fever en ligne qui m'a eu beaucoup d'espèces d'écrevisses. En ce moment, je ne pense pas qu'il y en ait bien trop. Les crabes, c'est lui que j'ai vu qui a eu la plus grande variété à date. Quoique la variété n'était pas forte, là. Hors de ça, il y avait SKA qui n'avait, mais là, il n'y a plus grand-chose en invertébrés. SKA, c'est Anonymous Shrimp Keeper là, sur Facebook. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y en ait en ce moment. Je vais peut-être avoir des Cambarellus diminutus bientôt, là, parce que aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des bébés sur la vitre de l'aquarium. Ça fait que je ne peux pas dire combien, parce que quand j'ai ouvert la lumière, ils sont tous partis. Évidemment. Ouais, bon. Bon, ben, si vous avez des questions, c'est votre dernière chance. Sinon, ben, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. On a eu une bonne audience quand même, Sylvain. T'as attiré les foules. Oh, wow! Il y a eu beaucoup de... Vas-y. J'espère que j'ai pu vous donner un peu de ma passion. Que j'ai pas été trop divague dans mes affaires. Tu as eu beaucoup de félicitations et de remerciements. Ah ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. Fait que peut-être qu'on se reprendra. Si j'en ai un autre à faire, ça va être surtout sur les mousses. Bon, parfait. Bon. En espérant que tout le monde va bien et que ça va aller bien pour le restant de cette pandémie, ben, portez-vous bien. Bon, ben, je te remercie, Sylvain. Si y a des personnes qui ont des questions pour la SAM, moi et Louis, on va rester en ligne un petit 5-10 minutes. Ah, je peux rester, je ne suis pas pressé. Oh non, ben, c'est pour toi, là. Mais si vous voulez rester, on peut discuter. Les personnes, ne gênez-vous pas pour ouvrir vos micros si vous voulez parler. Ah, c'est ça, là, l'aquarium qui monte, là, c'est très bon. Des CPO, ça, là. Ah, c'est pas ça qu'il y a déjà là-dedans? C'est chez Louis, ça? Oh oui, c'est le bac.
le bac est inspiré justement des conseils de Sylvain et de Frédéric. Le gravier pour le coraux. Comme un oui, gravier de corail là, pour monter le pH. Fait que mon pH là-dedans est à 8,1. Moi, les premières fois que j'en ai vu. De mes yeux vus, c'est magnifique. Pardon? Je l'ai vu de mes yeux vus, ce bac-là, puis c'est magnifique. Oh, ben, il est bien magnifique sur photo aussi. Salut tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Mes premiers CPO, je les ai toutes perdus, moi, justement, à cause de ça. Parce que toutes les affaires d'aquariophile disaient que ça pouvait vivre à 6,5 à 7,5. Là. Quand j'ai fait mes recherches scientifiques, puis j'ai cherché c'était quoi les paramètres du lac, là, j'ai eu des petites surprises. C'est justement pourquoi que là, ça prend un PHO. Oui. Je vois aussi Annie, une main levée. Je ne sais pas si je l'ai manqué plus tôt, mais sinon, je n'arrive pas pour soit poser la question en chat ou ouvrir le micro. Je suis ici. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Moi, j'ai une question. Ça n'a pas rapport vraiment avec les écrevisses, mais c'est parce que moi, je commence avec vous, puis j'aurais une question, parce que je viens de m'acheter un Fluval 207, puis moi, j'ai des shrimps et des écrevisses et des petits poissons qui peuvent vivre avec les deux. Puis j'ai un problème, moi, avec mon filtre, dans le sens que j'ai de la misère à boucher l'entrée d'eau pour que mes bébés shrimps ne rentrent pas dedans. Ah ben. Une mousse. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Moi, je vais partager. vas-y, Louis. Hugo, je vais partager mon écran. Ouais. Je vais montrer qu'est-ce que j'ai fait. Moi, j'ai un 407 sur ce 29 gallons-là. Fait que, donnez-moi un instant. Ça c'est des personnes qui ont été chanceux au tirage. Oui. Oui, effectivement, je l'ai gagné à la SAM, ce filtre-là. Donc, si je repartage mon écran, est-ce que vous voyez là, comme la croix, là, ici, là? Oui. Bon. Ici, j'ai mis une éponge. Ça se trouve sur AliExpress. Là, ça revient à 75 cents l'éponge. Puis c'est une éponge pour le bout des filtres. Il ne faut pas prendre les éponges qui sont fines. Il faut prendre des éponges qui sont plus qui ont les pores plus grands. Puis là, on met ça au bout du filtre. Fait que là, moi, dans mon cas, j'ai mis des entrées en inox. Là. Mais le bout ici, là, comme on voit, là, les crevettes ne sont pas aucunement aspirées. J'ai des crevettes jaunes, Caridina, avec mes CPO. Puis c'est ça, là. Si on met une éponge droite au bout comme ça, il n'y a pas de problème, ils ne se font jamais aspirer. Il y en a aussi en stainless steel avec des grillages. C'est le même principe. Oui. Sinon, en attendant des remèdes maison, il y a des bas de nylon ou des éponges à filtreur. Vous faites le trou vous-même puis vous le mettez en attendant quelque chose. J'ai essayé le bas de nylon, mais le bas de nylon, tu vois, ça fait 24 heures qu'il est dessus. J'ai acheté le filtre hier. Ouais. Non, j'ai acheté le filtre dimanche, puis le bas de nylon a bouché. Tantôt, j'avais plus d'eau qui sortait du tout de mon filtre. Oui, c'est ultra fin, c'est ça. Il faut le changer beaucoup, mais les filtres en stainless ou les éponges, ça va aller beaucoup mieux. Ah oui, de loin. Vous m'entendez un peu? Oui, on vous entend. Ah, OK, c'est Frédéric. Ah, ben, salut, parfait. Hey, monsieur Fred. Hey, salut Sylvain. Ouais, pour l'éponge, là, tu peux prendre un petit filtre éponge, un exhausteur, puis tu peux prendre la mousse. Si tu veux pas commander, là, puis la mettre sur le. J'ai plus le nom en tête, là, mais sur le bas de ton filtreur. Sur l'entrée d'eau. Hein. Oui, c'est juste les mots anglais en tête. Hein. En bon français, un intake. Exact. Oui, mais en français. J'ai plus le nom, ça reviendra. Mais sinon, Sylvain, je voulais que tu parles un peu des écrevisses du Québec. Pardon? Je voulais que tu parles un peu des écrevisses du Québec. Oui, les écrevisses du Québec. Non, mais par rapport aux gens, tu sais, l'été, les gens, ils vont dans des plans d'eau, puis ils ramènent souvent, on l'a déjà vu, là, ils ramassent des écrevisses, tout ça, là. Les écrevisses, malheureusement, les écrevisses du Québec, le seul qu'on pourrait garder
En aquarium, On a non. déjà essayé, là. On en avait pris une coupe tous les deux. Oui, mais Mimosus. j'ai fait mes recherches. Comment tu appelles ça, là, le Mimosus? Oui, la Mais le Mimosus. Mimosus n'est pas originaire du Québec. Ben, il n'y en a aucune, hein. Elles sont toutes américaines. L'écrevisse à pince rouge. À pince rouge, la Mimosus, c'est à pince bleue. Ben, au Québec, il y en a 11. Non, il y en a 8. Il y en a 8 au Québec. Ouais. 11 au Canada. Mais la plupart demandent une phase de froid pour 3 mois pour pouvoir produire. Je ne suis pas arrivé à les garder, moi non plus. Ben, Ben non, peu mais que c'est j'ai ça, eu, tu peux les garder à 20 sans problème. C'est juste que si tu veux les accoupler, faut que ton aquarium, tu puisses la descendre à 15 degrés pendant 3 mois. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas de système pour faire ça, là. Ah, tu as encore ton problème de micro? On t'a perdu encore. Oui, on t'a perdu, Sylvain. Pardon? C'est revenu comme tantôt, quand t'entendais pas bien. Micro, on a reparlé sur le micro. J'ai rien touché. Si on est chanceux, ça va revenir tout seul encore. Oui. Non, c'est parce que souvent, les gens au printemps ou l'été, là, vont dans les petits cours d'eau, puis bon, ils soulèvent des pierres, puis je vois souvent que les gens ramènent, on a trouvé des écrevisses, c'est quoi, quelle espèce, tout ça, et puis ils ramènent ça à la maison et tout, là. Mais ça, on n'a pas d'écrevisses. Au Québec, on n'a pas d'écrevisses canadiennes, en quelque sorte. C'est des écrevisses américaines qui ont été importées pour la pêche, la plupart du temps, parce que ça servait d'appât à l'époque. Puis ça a été relâché. Sylvain, si ton micro remarche, vas-y, tu peux. Ben, je sais pas, là, ça marche. Non, Non. arrête de boire de l'azote. Non, c'est du gaz carbonique. Ouais, mais. Je ne garde pas mes plantes, je le garde. Ouais. Mais ce sont tous des écrevisses originaires des États-Unis à l'origine, puis donc qui ont été importées au Canada ou au Québec, donc par la pêche, ça servait d'appât. Lors de construction de barrages, tout ça, et puis bon, on s'est retrouvé avec des espèces ici, mais qui arrivent qui sont adaptées et puis qui arrivent à survivre à nos hivers qu'on a au Canada, là, mine de rien. Elles survivent, elles se mettent en état de stase, c'est genre de semi-hibernation. D'ailleurs, les Asiatiques s'en servent pour exporter les écrevisses pour le froid, là, et quasiment pas d'eau. Et puis, le froid, ça, comment dirais-je, ça endort un peu les écrevisses. Mais on en a 8 au Québec, la Robustus, qui sert aussi dans les restaurants. Je ne sais pas si tu te rappelles le gars avec qui on avait parlé, Oui. qui faisait l'élevage à Mirabel pour les restaurants à Montréal. Ben, c'est justement des robustus que lui avait. Oui, il avait parti un élevage et puis il fournissait des restaurants à Montréal. C'est assez gros, là. Et puis bon, les crevisses à pince bleue, à pince rouge, tout ça. Bon, on a quelques espèces, mais elles sont dures à maintenir. Puis légalement, on n'est pas supposé pouvoir les garder. Non, c'est plutôt pour l'affaire justement de l'industriel qui ont mis ça. Oui. Mais en principe, là, si on attrape une écrevisse à main nue, si on n'utilise pas de NAS, les pièges à écrevisses ou autre, puis qu'on la ramène comme ça à la maison, là, on a le droit de la pêcher, là, mais on n'est pas supposé non plus la maintenir. Là. Ouais, je sais. On n'est pas rendu comme en France où, en France, avec la possession de Clarky en France, là, ça. Ah non, c'est inventif, ça, là. En France, en Europe, là, ils sont rendus à 150 000 € d'amende et jusqu'à 6 à 10 ans de prison. Oui. Mais disons, qu'est-ce qui arrive en Europe, la Clarky a fait des ravages. À Madagascar, la Procambarus phallax virginalis est en train de
de prendre le dessus sur les écrevisses endémiques. Oui. Et puis le problème, c'est que là, les écrevisses de Madagascar, ben, c'est à cause de la déforestation, ils ont des problèmes. Puis en plus d'une espèce invasive. Oui. Mais je sais qu'ici au Canada, j'ai parlé avec du monde Colombie-Britannique. Eux autres, ils n'ont pas le droit de se faire prendre avec une écrevisse vivante. Non, il faut châtrer l'écrevisse. En principe, quand tu pêches une écrevisse, tu es obligé de la châtrer, ce qu'on appelle la châtrer, c'est-à-dire la tuer en tirant sur le tel. OK, ouais. Ah, ta voix est revenue. Oui, bon. Ben oui, j'avais demandé de m'en envoyer. Justement, je contactais avec, puis oui. finalement, j'ai pas le droit de l'empêcher. Non, normalement, on n'a pas le droit d'empêcher. Puis, admettons même si on a un permis de pêche, on n'a pas le droit de les transporter vivantes. Non, c'est ça qu'il me disait. Il peut faut avoir les tuer, il faut les châtrer. Oui, mais c'est ça qu'il me Vas-y. C'est exactement ça qu'il me disait. Lui, il peut pas se promener avec une écrevisse vivante quelque part. Si on le droit de pêche, ils n'ont pas le droit de les ramener vivantes. Il faut tuer, en fait, comment dirais-je, ce qu'on appelle le tail zone, là, c'est la queue de l'écrevisse. En bas de la queue de l'écrevisse, il y a 5 petites nageoires. Oui. Il faut prendre la partie centrale. Il y a 5 nageoires, donc il faut prendre celle qui est au centre. La fin de la queue. C'est ça. Celle qui est au centre, puis il faut la tirer, puis ça lui sort tout l'estomac, puis ça tue instantanément l'écrevisse. Et là, tu as le droit de la ramener à la maison. Oui. Mais sinon, non, mais je vois souvent du monde qui pêche avec des enfants, là, ramener les écrevisses, c'est le fun pareil. On n'est pas encore rendu comme en Europe. Ici, les clarkies ici, de toute façon, avec l'hiver qu'on a, là, ce ne sera pas un problème. Mais ça s'adapter. Je ne sais pas si la virginalis, ça pourrait pas être un problème. Avec le temps, hein, elle s'adapte, hein, la preuve. Le problème, ils ne savent même pas d'où ça vient. Non. Ben, c'est pour ça qu'ils l'auront nommé Virginalis, parce qu'il y avait tellement de variantes. La Phalax, Aspect Virginalis, la marmor crêpe, tout ça, puis du coup, ils ont renommé Virginalis. Ben là, mais je sais qu'elle est en étude, en tout cas, à cause de justement qu'elle se reproduit tout seul, parce qu'elle peut peut-être avoir des retombées scientifiques prometteuses s'ils savent comment que ça fait. Mais pour te revenir pour le livre, là, j'ai parlé avec Chris. Ouais. Normalement, il devait sortir au mois d'avril de cette année. Le livre est prêt. Mais donc au mois d'avril en Allemagne, donc avec la pandémie, il n'a pas pu faire imprimer le livre. Les problèmes, tout ça qu'il y a eu avec le Covid. Donc, c'est juste ça, des problèmes. Oui, mais donc ça a été repoussé. Ça a été repoussé, mais entre-temps, il y a Keke qui a découvert de nouvelles espèces. Tu as pu le voir qu'il a découvert de nouvelles espèces assez débiles. Regarde que tout le monde, même Marcus, on revient pas là. Donc, c'est reporté à 2021 pour l'instant, la parution du livre. Si je peux me permettre, là, parce que vous parlez de Kéké, vous pourriez expliquer c'est qui Chris Lookout? Alors, Chris Lookout, je vais laisser Sylvain l'expliquer parce que c'est sa conférence, on va dire. Vas-y. Chris Lookout, à la base, c'est un gars qui était passionné par les aquariophiles. Puis après ça, il s'est impliqué. Là, il est rendu pas mal une sommité, moi, que j'ai trouvé. Moi, je l'ai connu avec les crevettes. Après ça, là, à un moment donné, il est associé avec des nerlés. Fait des voyages pour justement trouver des
des plantes, des crevettes, tout ce que tu voudras prendre des photos. Donc, ils ont fait des expéditions scientifiques. Je sais que lui, il s'occupe aussi pour la nomenclature scientifique des nouvelles espèces qu'ils trouvent ou des espèces qui n'ont pas qu'on a et qu'ils n'ont pas de nom. C'est pas mal fou que je suis comme Chris, on pourrait dire que c'est un chercheur, photographe, il est un peu de tout. Oui, c'est ça. Il joue de la bass dans un groupe métal. Oui, mais il a arrêté ça. Ah, il a arrêté, comme ça, il ne viendra pas à Montréal. Non. La dernière fois que j'avais parlé. Mais il va venir à Montréal. Mais pas pour le groupe de métal. Et c'est une communauté mondiale en matière d'invertébrés. Ouais, parce que donc, Puis, les plus belles photos que l'on trouve sur Internet au niveau des invertébrés, que ce soit écrevisses, escargots, les crabes, même les plantes. les poissons. C'est une sommité mondiale. Les insectes. Allez sur Facebook, Chris Lookup. Fred, allô? Tu peux nous parler, Kiki? Hello? Moi, je t'entends, Sylvain, mais on dirait qu'on a perdu. Allô? Ah, on l'entend là. Frédéric? Bon. Pendant qu'on va voir s'il va revenir, j'ai Normand qui a posé une question concernant les plantes. Oui. À savoir si les bulles, l'oxygénation, c'était. Tu pouvais avoir ça en même temps que du CO2. Excuse-moi, répète ça, s'il vous plaît. Disons une pompe à air. Est-ce que tu peux avoir ça dans un aquarium avec du CO2? Ou est-ce que tu devrais ou ne devrais pas? Non, non, c'est à proscrire. Le principe là, des plantes, là, ta plus simple expression, c'est une bonne circulation. Quand je dis circulation, ça veut dire que l'eau se promène en rond, on va dire dans le sens d'une horloge, mais pas de haut en bas. Fait que, tu sais, le monde qui accroche, ils ont des filtres hors aquarium, puis qui ils laissent, ils remplissent pas le dernier pouce de l'aquarium avec un fil de même, ça fasse une chute. Tout ce que ça fait, c'est un brassage. Donc, ça sort tout ton CO2 de ton aquarium, puis même tes plantes qui sont faciles risquent d'avoir des problèmes. Ben, dans le sens qu'ils vont pas être belles, ils vont pousser moins vite. Ça t'enlève tout le CO2. Le principe, là, comme je dis, pour des plantes, faire qu'il y ait une bonne circulation, comme dans le sens horaire ou anti-horaire, ça ne dérange pas. Mais pas de haut en bas. Une bonne lumière, puis un pH assez bas. Fait que, mettons 7.2, je ne dis pas que 7.5, ça ne marche pas, mais tu sais, mettons à 7.2, une bonne lumière, une circulation, capable d'avoir beaucoup plus de plantes que le monde pense. Moi, je tiens des plantes dans des aquariums que c'est ça que j'ai opté. J'ai pas de CO2 tout ça. Si je vais dans des sites, ils disent que c'est des plantes difficiles, puis c'est comme, pour moi, c'est comme, bon, c'est sûr que ça pousse pas en fou, mais ça pousse. C'est une plante qui reste végétative quelque part parce que là, elle n'est pas bien. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Je pense que oui. Bon. Pour Robert, j'avais écrit c'était qui les gagnants, mais j'ai oublié de le dire. Les membres qui ont gagné, je l'avais écrit, j'ai communiqué avec les gagnants, en fait. Ça, je ne suis pas tant à blâmer. Mais les gagnants, c'était Hélène et Geneviève Lagu. Puis les non-membres, c'était Ariane Morin et Annie Girard. Donc, envoyez-moi un courriel pour recevoir vos prix.
Mais j'ai déjà communiqué avec la plupart d'entre vous. J'ai Frédéric qui revient dans la discussion. Je ne sais pas si son micro va fonctionner. Fred? Vous m'entendez? Oui. Oui. OK, je suis revenu. Tu peux nous parler de Kéké? Parce que c'est toi qui le connais plus, là. Kéké, c'est un ancien éleveur à la base, là. C'était Jakarta en Indonésie. Puis, c'était à la base un éleveur et un compétiteur. Qu'en Asie, là, ils sont très forts au niveau aquariophilie, tout ce qui est concours. C'est un éleveur de bêta. OK. Et bêta de compétition, là-bas, ils sont forts. Là. Ils font des compétitions sur les écrevisses, sur les crevettes, surtout. Et puis, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner au niveau des bêtas. Et puis, il s'est lancé dans les écrevisses parce que quand il était plus jeune, il a travaillé, quand il avait 18 ans, il a travaillé pendant longtemps comme pêcheur en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Ouais. Donc, il avait beaucoup de contacts là-bas. Puis, il connaissait le milieu un peu des écrevisses. Mais pour lui, à cette époque-là, ce n'était pas son domaine. Puis là, donc, il s'est lancé dans l'élevage d'écrevisses. Puis en même temps, bon, il a des restaurants, tout ça. En tout cas, c'est un homme d'affaires assez prolifique. Mais il a énormément de contacts en Nouvelle-Guinée. Et puis, il va souvent en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Et ils vont faire des randonnées, puis donc pêcher les écrevisses. Parce que eux, là-bas, en Nouvelle-Guinée, c'est un peu leur gagne-pain. C'est leur nourriture, là. Pêcher les écrevisses, là. Moi, j'ai vu ça, il faisait même la pêche des concombres de mer. C'est un peu ça. Donc il a l'opportunité d'aller en Nouvelle-Guinée, Papouasie, puis donc ramener des spécimens rares, des nouveaux même. Il a ramené, écoute, je ne sais pas si tu as vu les dernières photos qu'il a ramenées, là. C'est débile. C'est débile. Des nouvelles espèces. Il a découvert des nouvelles espèces, là, jusqu'à son écrevisse métallique, là, la bleue métallique. Ouais. Et puis donc, c'est pour ça qu'en même temps, Chris, qui est ami avec Keke Fing, a reporté en même temps que le Covid, a reporté un peu son livre, parce que du coup, il y a plein de nouvelles espèces qui ont été rajoutées. Il faut dire aussi qu'au niveau des invertébrés, il n'y a pas de classification officielle. Ce sont juste, c'est beaucoup de scientifiques, d'amateurs, mais il y a rien. Les classifications se font entre les personnes qui les trouvent, comme par exemple comme le Chirac Snowdon, c'est Chris Lecoq qui a découvert cette espèce, puis en l'honneur de Snowdon, il l'a appelé comme ça. Donc il n'y a pas de, mais il se respecte au moins là-dedans, là. Il n'y a pas de classification officielle. Non, ça c'est ça le problème, mais ça, c'est comme beaucoup d'invertébrés. Donc, quand ils découvrent une nouvelle espèce, ils la mettent dans une famille en attendant qu'elle soit étudiée de plus près. C'est pour ça que des Boézémanies, il y en a une coupe. Et puis, comme les Peknis, à un moment donné, les Peknis, ils en ont mis une coupe. C'était tous des Peknis, puis après, c'est devenu des Alicae. Ouais. Ils se sont mis à étudier un peu plus précisément les espèces. C'est un peu le bordel, c'est pour ça que ça change tout le temps de nom. Et qu'il faut suivre. Ben, c'est ça en même temps qui est intéressant, parce qu'ils sont rendus quasiment maintenant à 1000 espèces d'écrevisses connues. Ouais. C'est ça. Étudiées, là, mais connues. C'est ça que je disais au début, il y en a 600, mais il y en a au-delà parce qu'ils ne sont pas classifiés. Ben, le prochain livre de Chris qui va sortir normalement, il m'a dit, il espère au printemps 2021, là, il est rendu à 1000 espèces. Il était rendu déjà. Oui, mais avec les nouvelles espèces qui viennent de découvrir, là, regarde, c'est ça. Voilà. Et puis avec donc Keke, j'avais passé un accord pour être. Il me donnait l'exclusivité au Canada pour importer les Chiracs de Nouvelle-Guinée, qui venaient de découvrir.
Donc, puis là, ça fait 3 personnes, là, de Vancouver, tout ça, là. Puis quelqu'un me les envoie à moi pour l'instant. Ben, bon, après, moi, j'ai eu, comme tu le sais, j'ai eu des problèmes de santé, l'inondation, j'ai déménagé, tout ça. Mais quelqu'un me fait encore confiance, puis on se parle souvent. J'espère qu'au printemps, là, maintenant, je suis bien installé. Moi, les problèmes à Mirabel, c'est réglé. J'espère avoir au printemps une bonne commande qui va rentrer. On espère. J'espère. Mais il n'y aura pas les nouveautés, par contre. Il n'y aura pas de nouveautés. Ben, en tout cas, c'est parce que les dernières qu'il a découvertes, là, il attend de les reproduire. Ouais, ben de toute façon, là, il va déjà avoir plus que qu'est-ce qu'on peut avoir. Ah oui, il a des spécimens assez spéciaux. Mais sinon, pour revenir à ce que tu faisais, ta conférence un peu là, tantôt, là, ben, le lac, c'est le lac Patsuakaro, avec un pH de 9 pour la CPO. Ben moi, j'ai lu qu'il y a certains temps qui vont jusqu'à 9. En moyenne, il est à 8,1, mais qui va jusqu'à 9. Ben, idéalement, c'est 8 et plus. Tu sais, quand tu te maintiens à 8 là, pour la CPO, là, tu augmentes la durée. La CPO, c'est ça, je disais, je ne dis pas d'aller à 9. Tu sais, je ne vais jamais des. 8 c'est comme le diminutus, les données scientifiques que j'ai eues, là, le pH qu'ils avaient trouvé, c'était 5. Je n'essayerais pas de mettre un écrevisse avec un pH de 5. Là. Non. C'est même la diminutus, là, 6. 6, un bleu vif, là, 6, là, plus bas, là. Et puis, je parlais avec un glis, là, parce que récemment, j'ai commandé une centaine de CPO et des diminutus il y a 2 semaines à un glis, là. Je vais vider son stock. À qui? À un glis. OK. J'ai commandé 100 CPO puis 100 diminutus. Puis, tu sais, il me disait à 6,